Une demi-heure ensemble pour voir ou revoir l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour 20h le rattrapage et bienvenue à notre invitée Isabelle Boudinot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil régional chargé des affaires européennes et de l'international. Eh bien, on va tout de suite traverser la Manche ensemble avec cette image. Le vote sans concession des députés britanniques, c'était cette semaine à Londres. Le Brexit, du coup, a-t-il du plomb dans l'aile, Isabelle Boudinot ? Je le souhaite vraiment, parce que effectivement, c'est une catastrophe annoncée pour l'Europe, mais surtout, à mon avis, pour le peuple britannique. Enfin, ils se sont mis dans une impasse dont on voit bien que politiquement, ils n'arrivent pas à sortir. Personne ne sait vers quoi on va à l'heure actuelle, et c'est quand même des questions assez dramatiques qui se posent sur nos échanges. Et nous, en tant que Nouvelle-Aquitaine, on est bien sûr concernés par un certain nombre d'exportations. Effectivement, je vous pose la question, puisque la décision britannique aura effectivement des conséquences sur notre région. Direction La Rochelle pour cela, et son aéroport où le choix d'un Brexit dur, sans négociation avec l'Europe, est craint. On regarde pourquoi. L'aéroport de La Rochelle-Île-de-Ré, le 6e de la Nouvelle-Aquitaine et le premier en Poitou-Charentes. Des destinations vers 5 pays d'Europe et un trafic en augmentation. Une croissance pourtant qui pourrait ralentir en cas de sortie sans accord des Britanniques de l'Union européenne. Cet aéroport compte en effet un nombre important de lignes britanniques, puisque ça représente 48% de notre activité, donc près de 118 000 passagers, donc ça ne va pas dans le bon sens. Après, de là à dire qu'il y aura une diminution du nombre de passagers, je ne peux pas le dire. Il y a un risque, en effet. Un Brexit dur rétablirait aussi les frontières avec l'Angleterre, conséquence des conditions d'embarquement et de débarquement plus contraignantes. On a aujourd'hui, pour les passagers qui vont et qui arrivent d'Angleterre, un contrôle du passeport. Demain, ce sera pratiquement 6 à 7 étapes et qui vont consister à questionner les passagers sur leur lieu d'hébergement, sur l'objet de leur séjour, mais également une empreinte digitale et puis également une ouverture de leur bagage. Et donc toutes ces étapes, nécessairement, ça produit du temps supplémentaire. Des contrôles plus stricts et sans doute des billets plus chers qui pourraient décourager les Britanniques à faire le voyage. Une inquiétude pour les acteurs du tourisme, les Anglais représentent la première clientèle étrangère de Charente-Maritime. On sait qu'ils consomment 40 € par jour à peu près et qu'il reste 12 jours. Si vous faites le calcul, c'est 240 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça va avoir un impact fatalement sur le tourisme dans notre département. Alors ici, on cherche dorénavant des solutions pour faciliter la venue des Anglais. En attendant, à La Rochelle, l'aéroport envisage de s'agrandir pour absorber les files d'attente et permettre aux douaniers d'effectuer les contrôles. Voilà pour les conséquences touristiques. Est-ce qu'on a évalué un peu les conséquences économiques pour la région Nouvelle-Aquitaine ? On a commencé à faire ce travail, mais honnêtement, c'est très difficile parce que tout dépend de si c'est un Brexit dur dont on parle maintenant ou si c'est un Brexit plus souple, plus aménagé. La proposition sur laquelle a travaillé M. Barnier, bon, on n'en sait rien du tout. C'est ça qui est quand même très inquiétant dans cette situation britannique, c'est qu'on va vers le gouffre et on a l'impression qu'il vers l'inconnu total. Et la question est importante en Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de découvrir quelques chiffres, puisque un quart des Britanniques résident en Nouvelle-Aquitaine, avec une préférence pour les départements de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Dordogne. Ils sont exactement 39 000 sur notre territoire. C'est plutôt conséquent. Absolument, c'est considérable et ils doivent se poser beaucoup de questions à l'heure actuelle sur est-ce qu'ils vont devoir obtenir des titres de séjour, est-ce qu'ils vont devoir avoir des visas chaque fois qu'ils viennent. Enfin, c'est quand même un casse-tête administratif dont on n'a pas idée et je crois qu'on s'est mal habitué finalement du confort qu'on a à être dans l'Union européenne. On ne se rend pas compte que c'est un acquis considérable et que tout ça peut être mis en cause si on décide par une raison purement de politique interne assez minable, je dirais, de M. Cameron à l'époque, de remettre tout ça en cause et sans se rendre compte des conséquences sur le quotidien des gens, y compris sur le niveau de vie, parce que le niveau de la livre va devenir assez fluctuant par rapport à l'euro. Et ces gens-là auront un pouvoir d'achat, les Britanniques auront un pouvoir d'achat qui peut beaucoup changer et qui peut beaucoup s'abaisser s'il y a des dérives entre les monnaies. Vous vous rendez d'ailleurs très souvent à Bruxelles. Vous avez été élue présidente de la Commission sur la cohésion des territoires et du budget européen au sein du Comité des régions, donc à Bruxelles. Quelle est l'ambiance là-bas ?
C'est très triste de voir nos amis britanniques qui sont quasiment désespérés. Ils ne comprennent pas, eux qui sont impliqués dans les instances à Bruxelles, qui travaillent bien sûr pro-européens. Il y a une espèce de... Ça a été un coup pour eux que l'on constate, mais physiquement, on les voit abattus. Mais peut-être que finalement, ils retrouvent là un peu de poil de la bête, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que tout le monde réclame de nouveau un référendum, parce que ils se disent que les Anglais, les Britanniques commencent à voir les conséquences qu'ils n'avaient pas vues à l'époque. On les a... C'était plutôt un vote de réaction. C'était un vote de réaction, un vote de mécontentement. Ça pose la vraie question des référendums. Le référendum, est-ce qu'on répond à la question qui nous est posée ou par rapport à notre actualité française, vous voulez dire ? Oui. Il y a quand même des risques à utiliser cet outil où les gens répondent de façon pas forcément informée. Et je crois que personne leur avait dit dans quelle situation ça les mettrait concrètement de vouloir quitter l'Union européenne. On leur a fait miroiter qu'au contraire, ils allaient retrouver des financements pour leur sécurité sociale, enfin des mensonges éhontés que l'opposition à l'époque, Nigel Farage, a reconnu ensuite en disant oui, non, c'est vrai que ça ne sera pas possible. Mais en attendant, il a enfumé les gens avec ça. C'est quand même... Alors nous allons passer à un tout autre dossier puisque nous allons parler d'agriculture à présent avec cette décision du tribunal administratif de Lyon tombée cette semaine qui risque de créer de nombreux remous dans la profession. Il a annulé l'autorisation de mise sur le marché du Roundup 360, un produit désherbant contenant du glyphosate. Reportage dans les Landes. Très remonté, le responsable FDSEA, syndicat agricole majoritaire dans les Landes, contre cette décision du tribunal administratif de Lyon, interdisant la mise sur le marché du Roundup 360, décision non fondée scientifiquement selon lui. Aujourd'hui, en France, on importe des millions de tonnes de maïs d'Ukraine qui rentrent dans les ports de Bretagne. On importe des millions de tonnes de soja OGM traité au glyphosate. Et ensuite, on veut laver plus blanc que blanc avec les agriculteurs et nous enlever une molécule pour travailler. Ça, c'est incompréhensible. Dans les Landes notamment, la molécule de glyphosate est utilisée au printemps avant les semis de maïs pour éliminer les couverts végétaux de l'hiver. Christophe Mespled, au nom de son syndicat le MODEF, prône depuis longtemps une utilisation raisonnée, raisonnable et la plus modérée possible de cet herbicide contesté. Si on avait été capable d'utiliser cette molécule intelligemment et s'il y avait eu des recommandations très claires d'une manière générale sur le plan national, aujourd'hui on aurait encore cette molécule-là. Très actif aussi dans ce dossier glyphosate, le mouvement écologiste Les Amis de la Terre dans les Landes qui voit dans la décision du tribunal administratif de Lyon une première victoire qui en appelle d'autres sur d'autres produits pesticides incluant cette molécule. Aujourd'hui, on trouve du glyphosate dans les bières allemandes, dans le miel français. Ce premier jugement de Lyon est vraiment une étape importante, mais il va être suivi de très nombreux procès. Le glyphosate, sous toutes ses formes, devrait être interdit en France à partir de 2021. Isabelle Boudinot, je vous voyais réagir pendant la diffusion de ce reportage. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, l'interdiction de cette substance? Non, bien sûr qu'il faut l'interdire. Je crois que vraiment, tout le monde sait maintenant que ce sont des molécules dangereuses et que le fait d'en utiliser beaucoup trop dans notre agriculture est un vrai problème d'un point de vue de la santé des agriculteurs eux-mêmes. Alors pourquoi attendre 2021 dans ce cas? Parce qu'on ne peut pas passer directement d'un système de production à un autre sans qu'il y ait des molécules de substitution, par exemple. Donc c'est pour ça que la région a, elle, demandé à tous les labos de recherche de se pencher sur cette question, de trouver très vite, de faire des recherches sur de nouvelles molécules qui soient moins dangereuses. Mais clairement, il faut diminuer en tout cas l'usage de ces pesticides. On a une agriculture qui est aussi réputée pour sa qualité, pour des produits avec beaucoup de labels de qualité. C'est ça qu'il faut préserver. En même temps, on peut entendre l'argument de ce premier agriculteur interviewé dans le reportage qui dit pourquoi cette interdiction française alors qu'effectivement on reçoit des produits d'autres pays européens ou à travers le monde qui utilisent toujours cette substance. Pourquoi une harmonisation n'est-elle pas possible? Alors de pays européens, non, ce ne sera pas possible puisque c'est vraiment au niveau du Parlement européen aussi qu'il va y avoir une interdiction dans les 3 ans. Par contre, effectivement, l'Ukraine ou les produits OGM d'Amérique, oui, mais
Je crois que le consommateur est de plus en plus mûr, de plus en plus attentif à ce qu'il achète, qu'il exige aussi de la traçabilité de ce qu'il achète et que le fait d'avoir une agriculture européenne qui soit vraiment de qualité et qui utilise de moins en moins ces produits-là, ce sera quand même important pour avoir une valeur ajoutée sur nos produits. Et c'est vraiment ça qui compte. Il ne faut pas faire de la massification avec des produits de mauvaise qualité. Ce n'est pas comme ça que notre agriculture s'en sortira. Et pour autant, il s'agit de convaincre toujours certains agriculteurs. Comment la région peut aider à ça ? On fait beaucoup de systèmes d'aide à la reconversion, à la sortie, à la transition, vraiment, parce que je crois qu'il y a moyen. On ne peut pas exiger, effectivement, de passer d'un système de production à un autre, d'une saison à l'autre, mais quand même en travaillant avec toutes les filières, avec le milieu les chambres d'agriculture, je crois qu'il y a une véritable pédagogie qui s'est mise et que... Il y a plus grand monde qui ignore que l'usage abusif de ces produits conduit à un désastre annoncé pour la santé de tout le monde et pour la qualité de nos produits. On ne pourra plus exporter bientôt, on le sait par exemple dans le milieu du vin, où on fait très attention. On sait très bien qu'à un moment, quand les consommateurs vont commencer à vraiment regarder ce qu'il y a sur l'étiquette et ce qu'il y a comme produits chimiques dans les produits, ça en sera fini, on ne pourra plus exporter nos produits. Nous allons à présent aborder un dossier épineux qui n'en finit pas de faire couler de l'encre. Et bien, cela se passe du côté de la Dordogne, à Benac, exactement, où les travaux d'une déviation sont à l'arrêt depuis le 28 décembre dernier. 15 millions d'euros ont déjà été investis. Mais le Conseil d'État, après de nombreux recours d'opposants, a choisi de suspendre le chantier. Les entreprises sont donc à l'arrêt. Visite de chantier avec la presse pour des chefs d'entreprise pleins d'amertume, suivi de près par l'une des opposantes historiques de la déviation de Benac. L'idée, c'est de dégager pour mettre les tabliers de pont. Donc moi, citoyenne, je trouve ça un peu fort de... Vous devriez vous renseigner auprès des gens qui connaissent la planification des travaux pour savoir exactement ce qui est en train de se faire. À l'arrêt depuis le 28 décembre, sur décision du Conseil d'État, le chantier est bel et bien au point mort. Incompréhension des patrons de sociétés sous contrat. Nous sommes mécontents parce que nous ne comprenons pas pourquoi on nous a laissé commencer ces travaux. Pour les arrêter, ça nous paraît du gaspillage d'argent public. Choisi pour ses compétences en béton armé, une petite société de Carsac a conçu ses coffrages ainsi que les dalles pour l'estacade du futur pont. Benac garantissait à ses dirigeants 20% du chiffre d'affaires annuel. Reste à régler les factures en cours. Sur l'année 2018, on peut à peu près 395 000 euros. Et sur l'année 2019, et avec les commandes futures, on peut tabler sur entre 250 et 300 000 euros. C'est une inquiétude. Sûr qu'on est payé au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et moi, j'espère bien quand même, par rapport aux travaux qui ont été exécutés, qu'on sera payé. Priés de quitter les lieux, les entreprises cherchent en urgence de nouveaux marchés. Entre le moment où nous répondons à des travaux et le moment où nous les commençons, il se passe à peu près 6 mois. Donc nous avons un laps de temps où il va falloir utiliser notre personnel, peut-être en sureffectif sur certains chantiers. Et donc cela va effectivement nous coûter de l'argent. Seule activité encore visible, la zone du pont ferroviaire que les ouvriers vont bientôt devoir quitter. Dans la vallée de la Dordogne, chacun attend la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Voilà donc pour cette affaire. Avant de vous entendre sur ce sujet, Isabelle Boudinot, je vous propose d'écouter l'éclairage du rédacteur en chef de France 3, Périgord, Sébastien Bouvy. C'est l'édito de la semaine. Quoi ? Nous avons déjà dépensé 15 millions d'euros et on ne pourrait pas continuer ? S'indigne Germinal Perrault. Oui, continuons car il en reste autant à dépenser, s'écrient les entrepreneurs. Rendez-nous notre chantier. La valse aux millions d'euros d'argent public donne parfois le tournis. Et quand vous voyez ces piles de ponts plantées dans la Dordogne, le gâchis est à tous les niveaux. Certes, le département ne cesse de répéter qu'il avait tous les feux verts, que les papilles retraités, disait-il, manipulés par les châtelains locaux, multipliant les recours, ne pouvaient l'empêcher de sauver malgré lui le village de Benac de toute une série de dangers qui pour l'heure n'ont jamais fait de victimes. Buté, obstiné le patron du département, c'est son prédécesseur qui le dit, Bernard Cazeau, lui est désormais contre ce projet. Tartuffe, lui rétorque Germinal Perrault, rappelant à l'intéressé qu'il a dépensé sous sa présidence 2 millions d'euros d'argent public pour acheter ces terrains et donc pour mener à bien ce contournement. Financé intégralement par le département, cette déviation qui ne verra peut-être jamais le jour a certes quelque peu vidé les caisses, mais elle a assurément
remplit toute une vallée d'amertume et de ressentiment. Vous êtes élu du conseil régional, je vous vois un petit peu froncer les sourcils. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce fiasco et de ce gaspillage pour l'heure ? J'avoue que je ne connais pas du tout le sujet, que effectivement ça interroge sur la façon d'engager de l'argent public. Après, je n'en sais pas plus que ce que disent les reportages, où on voit régulièrement des images de voitures et de camions qui ont beaucoup de mal à se croiser dans des rues apparemment étroites. Est-ce que ça justifie un contournement ? Je n'en ai vraiment aucune idée. La question plus générale, peut-être qu'on est en mesure de se poser, c'est doit-on débuter des travaux alors que tous les recours ne sont pas terminés ? Il me semble que non. Mais je pense que Germinal Perrault, qui est quand même un excellent élu, doit savoir s'il avait le champ libre pour lancer les travaux. En tout cas, la décision du tribunal administratif s'est attendue dans 6 mois minimum. C'est un dossier que nous suivrons. C'est en tout cas un nouveau moyen de transport maintenant dont tout le monde parle. Le bus à hydrogène devrait fonctionner en septembre prochain à Pau. Une visite présidentielle est même annoncée pour inaugurer cette structure inédite. Un point sur le chantier a été réalisé cette semaine. Les travaux ont débuté ici à côté du centre Idélis à Pau pour accueillir dans quelques mois la station de production d'hydrogène qui servira à alimenter le bus à haut niveau de service, le Phébus. Les entreprises concernées par ce projet très innovant étaient sur place il y a quelques jours. La technologie hydrogène est maîtrisée, mais l'ampleur du réseau mis en place est inédite. Vous allez en fait avoir un garage de bus. C'est pas de la recharge rapide où le conducteur va arriver, charger le pistolet et remplir son bus. Le conducteur va arriver, va brancher son bus et pendant la nuit, les 8 bus alternativement vont se remplir pour la prise de service le matin. Donc vous allez avoir un garage de bus juste derrière, accolé à la station de production proprement dit. Les 8 bus de 18 mètres sont actuellement en phase de production en Belgique. La technologie centrale, la pile à combustible qui transformera l'hydrogène en électricité et en eau, va bientôt être testée. Début mois de février, on va piloter, démarrer la PAC, la pile à combustible en soi. Et puis il y a tous les essais à faire, freinage, accélération, sonore, le bruit, etc. Tous les tests nécessaires pour l'homologation. À entendre les entreprises et les élus, le bus à hydrogène palois fait beaucoup parler à l'étranger. Partout dans le monde, on regarde Pau. Aux États-Unis, il y a de nombreuses marques d'intérêt et de délégations qui veulent nous visiter. En Chine, il y a des délégations chinoises qui veulent nous rencontrer parce que nous faisons de Pau la première ville qui réussisse ce défi de faire zéro pollution dans le transport en commun. Si les délais sont respectés, et ils le sont pour le moment, l'inauguration du nouveau bus est prévue pour le mois de septembre prochain. Voilà pour Pau, centre du monde, et pour ce nouveau moyen de transport. La Nouvelle-Aquitaine va accueillir également prochainement une expérimentation du train à hydrogène, c'est dans le Médoc. Oui. C'est l'avenir pour la Nouvelle-Aquitaine ? En tout cas, oui, c'est sans doute l'avenir pour le transport, d'utiliser moins d'énergie fossile. Et c'est des expérimentations qui sont très souvent aidées par l'Union européenne, parce qu'effectivement, il y a un enjeu véritable. Les transports sont vraiment le mauvais élève des gaz à émissions à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Et vraiment, il y a un enjeu véritable à basculer dans un système plus propre. On n'a pas un peu de retard sur les autres pays européens ? Non. Je pense à l'Allemagne notamment, qui a déjà des trains à hydrogène qui fonctionnent, qui marchent. Oui, mais pas. Non, ça, on est vraiment là en lançant des expérimentations sur la ligne du Médoc assez rapidement, où ce bus de Pau, ça montre qu'on est vraiment assez proactif sur ces nouveaux modes. Bon, en plus, il ne faut pas non plus aller trop vite parce qu'il y a quand même une phase expérimentale. On a ici testé, par exemple, sur la métropole bordelaise, le système d'alimentation par le sol. On sait très bien que des fois, quand on veut être précurseur, ça peut générer des périodes un peu compliquées pour les usagers. Donc, n'allons pas trop vite non plus. Et continuons à travailler sur ce dossier. On reste dans le domaine des transports propres avec cette initiative à Rochefort. Un entrepreneur a mis à disposition de ses salariés des voitures électriques. Une vidéo qui a retenu votre attention et que vous pouvez découvrir depuis vos téléphones portables, c'est l'Instant Web.
C'est une voiture qui appartient à l'entreprise, mais l'entreprise prend en charge l'ensemble des frais, c'est-à-dire la location du véhicule, la location de la batterie, les frais de charge, puisqu'on peut charger notre voiture à l'entreprise. C'est une façon de donner un intérêt aux salariés sans qu'ils soient impactés par un impôt ou quelque chose différent. Donc ils ont des avantages en nature qu'on va répercuter sur la feuille de salaire, mais ça n'a rien à voir. Une voiture, en moyenne, c'est 4 000 € dans l'année pour un salarié. Les contours du service civil universel se précisent. Une expérimentation sera lancée dès le mois de juin. La Creuse est le seul département de la Nouvelle-Aquitaine à avoir été choisi pour tester ce dispositif. Reportage donc à Felletin. Le sans-maillot, ça joue. Le volontariat, c'est la base même de ce service national universel. Il débutera a priori en juin prochain pour une période de 15 jours et pourrait rassembler ici autour de 200 jeunes issus d'autres départements. Dans ce lycée, unique établissement sélectionné en Creuse pour cette phase test, quelques jeunes semblent intéressés. C'est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager un peu dans un autre département, de voir autre chose que notre lycée. Dans le cadre scolaire, on n'a pas forcément l'occasion d'apprendre des gestes de premier secours, par exemple. Donc là, ce sera l'occasion aussi d'y participer. Le lycée des métiers du bâtiment de Felletin répond à tous les critères requis, infrastructure et espace extérieur adapté. Les jeunes volontaires vivront ensemble ces 2 premières semaines, question de mixité sociale. Nous sommes dans un des dortoirs, nous avons une capacité d'accueil de 250 lits, des chambres de 2 à 3 personnes. Cela fait partie de nos atouts pour accueillir le service national universel. Quant au programme des activités, rien d'officiel pour l'heure. Ces adolescents pourraient être formés à la défense, à la sécurité et aux premiers secours. L'encadrement, lui, serait confié à des animateurs diplômés ou issus d'associations ou à des militaires. Nous avons travaillé avec des associations qui ont cette habitude d'encadrer des jeunes, de les accompagner sur des activités très variées. Ensuite, à partir de septembre, une seconde période, elle aussi de 15 jours, mais liée à une situation de travail, auprès de pompiers, des forces de l'ordre ou d'une association par exemple. Vous regardez 20h le rattrapage. Notre invitée est la vice-présidente du Conseil régional en charge des affaires européennes. Et nous allons aborder à présent la question des gilets jaunes. Au fil des semaines, Bordeaux s'est imposé comme l'un des épicentres de la mobilisation en France. La périphérie importante étendue ont permis d'expliquer ce phénomène. Et pourtant, à regarder précisément les chiffres, Bordeaux intramuros compte aussi un grand nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bordeaux, bastion des Gilets jaunes. Derrière les somptueuses façades du XVIIIe siècle se cache une pauvreté qui s'enracine. 17% des habitants vivent avec moins de 1 000 € par mois. On entend souvent que Bordeaux rejetterait à la périphérie les plus fragiles. C'est bien l'inverse, puisque une personne sur 5 vivant en dessous du seuil de pauvreté, nous les accueillons et on essaye de développer le plus d'accompagnement possible pour que malgré cette vulnérabilité économique, ils puissent être pleinement citoyens et bénéficier de services. Où se situe la population la plus fragile? Pas seulement dans les quartiers les plus populaires. Codéran est la réussite de ses cadres supérieurs. Ici, la pauvreté est plus diffuse, mais elle est bien réelle. Je me contente de moins que j'aurais pu espérer lorsque je travaillais. Nos retraites sont gelées, donc si on n'a pas de grands besoins, ça peut aller. Mais tout de même, nous étions une classe moyenne et on est en bascule vers moins que ça. On voit des gens dans la grande difficulté qui viennent chercher de la nourriture, des familles de Codéran. Mais elles sont discrètes, elles sont pas visibles. On n'a pas les. Il faut que je sois très attentif à ça. Changement de décor, Ginko et ses nouveaux logements sociaux. Là aussi, la précarité gagne du terrain dans ce quartier émergent. Je ne suis pas dans une grande précarité, je ne suis même pas dans une précarité. Simplement, je vais vous dire ça autrement, qui est beaucoup plus intéressant. Je vis sobrement.
D'où l'importance d'aller à la rencontre des personnes et de permettre, nous, après, d'aller vers et de permettre aux personnes de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, puis surtout d'être valorisées, que chacun trouve sa place. Autant de personnes peu visibles. Sur les 100 plus grandes villes françaises, Bordeaux est 73e en termes de pauvreté. C'est mieux que Lille et Marseille, mais bien plus que la moyenne nationale. C'est l'un des éléments qui explique, selon vous, la forte mobilisation à Bordeaux, Isabelle Boudinot? Je ne suis pas certaine parce que je pense qu'il y a une mobilisation aussi qui vient du périurbain et de zones de pauvreté qui sont bien identifiées par les statistiques, vraiment dans la périphérie du département notamment. Mais vraiment ce reportage est très bien parce que je crois qu'il faut sortir des caricatures. Il n'y a pas des grandes villes riches et des périphéries pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a effectivement des zones qui sont où il y a un sentiment d'abandon parce que une pauvreté peut-être un peu plus cachée aussi dans le centre-ville. Oui, mais c'est vrai que la plupart des villes ont des quartiers d'habitats sociaux où sont des pôles d'attractivité pour des gens en grande précarité qui savent qu'ils peuvent trouver un abri s'il se met à faire très froid, qu'il y a des foyers pour leur servir à manger, etc. Donc il y a les sans domicile fixe, ils sont vraiment dans les villes-centres, ils ne sont pas dans les petites villes alentours. Donc oui, les villes-centres concentrent aussi de la pauvreté et il faut vraiment sortir d'un schéma un peu trop caricatural. Et on a une vraie question d'aménagement du territoire qui se pose à nous. Ce pays a trop souffert, je crois, d'abandonner une vision d'aménagement du territoire pendant des décennies. Il va falloir qu'on y revienne très sérieusement. Voilà donc un sujet à présent qui illustre bien la bonne santé des entreprises néo-aquitaines. Cela se passe du côté de Rochefort où la société Stella, spécialisée dans les fauteuils pour avions, multiplie les contrats pour l'étranger. Des fauteuils sur mesure pour les premières classes et les classes affaires. C'est le cœur de métier de Stella Cabine Intérieure à Rochefort. Ces fauteuils-là, par exemple, sont à destination de la Singapore Airlines, l'une des compagnies les plus exigeantes en la matière. Car sachez-le, quand vous achetez un avion, l'équipement n'est pas compris. Les compagnies aériennes achètent des avions que l'on appelle verts, c'est-à-dire qui sont livrés sans rien. Et ensuite, la compagnie doit choisir l'ensemble de son aménagement cabine, que ce soit les fauteuils first class, business class ou économie. Et donc, elle a le choix dans le monde d'aller choisir les fournisseurs avec lesquels il souhaite travailler. Ainsi, Stella, filiale d'Airbus, travaille à la fois pour aménager des Airbus et des Boeing. Elle vient d'ailleurs de signer un important contrat avec China Southern, un opérateur chinois. Plus de 300 fauteuils vont être livrés. Le bureau d'études part d'un modèle de base, puis il doit s'adapter complètement à la demande du client. Chaque compagnie aérienne a un fauteuil customisé. Donc pour China, on a modifié tout ce qui est housse. On leur a également fait une lampe spécifique qu'on a modifiée. On a agrémenté tout ce qui est au niveau des zones de stockage, on les a optimisées. Et tout ce qui est partie, ce qu'on appelle nous la tablette cocktail, elle est également spécifique à ce client. Ajoutée à toutes les autres, cette commande est une bonne nouvelle pour Stella. L'an prochain, la production va tout simplement doubler pour atteindre 3000 fauteuils. Ça représente déjà une pérennisation de nos emplois sur le site de Rochefort, puisque c'est un contrat qui va nous amener jusqu'en 2020. Et puis je dirais, ça vient aussi consolider des relations fortes avec ce client historique. Quant au prix d'un fauteuil, top secret, l'équivalent d'une voiture de luxe, nous dit-on. Et oui, dans l'aviation, les prix volent très haut. Voilà une preuve qu'on n'est pas obligé d'avoir une société dans une grosse métropole pour commercer avec des pays européens ou voir des pays à travers le monde. Absolument. Merci de terminer par une bonne nouvelle. L'économie dans toute la Nouvelle-Aquitaine se porte bien et c'est grâce à son tissu de PME qui est vraiment réparti sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, évitons les schémas. Les PME, les pépites innovantes, elles ne sont pas dans les grandes villes, elles sont partout sur notre belle région. Isabelle Boudinot, merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil régional en charge des affaires européennes et de l'international. On se retrouve quant à nous samedi à 20h pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. À très vite.